Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 15 mai 2023. Le championnat du monde de l'IHF a commencé. On a déjà joué les premiers matchs avec ces 3 jours de compétition et la Suisse a commencé avec 2 jeux blancs, une première depuis 1939. Un mondial que la Suisse avait accueilli à Zurich et à Bâle et avait récolté la médaille de bronze. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur ce qui s'est passé au championnat du monde, également parler des dernières actualités de National League. Et puis on va vous dire qu'on va faire des overtime régulièrement durant ce championnat du monde, en tout cas lundi prochain et lundi d'après pour tirer le bilan de cette saison complète. Je suis Pascal Eberhard, je suis aux côtés de Jérôme Bechasse. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour tout le monde. Et puis bien évidemment, vous en avez l'habitude depuis 30 épisodes. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à utiliser le chat. Il est là pour ça, on a les yeux rivés dessus avec Jérôme pour... voir ce que vous pouvez nous dire à cette occasion. Et puis, vous pourrez retrouver bien évidemment cet épisode en replay sur YouTube et sur Facebook pour la partie vidéo dans l'après-midi et en version audio sur SoundCloud, Spotify et Apple Podcast. Et puis, si vous avez des questions pour la NHL, on fait un peu de pub pour Jonathan qui fera un overtime NHL comme il a fait ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il va l'enregistrer sans le diffuser en direct et ensuite il le publiera, donc n'hésitez pas à envoyer des messages privés sur Facebook, Twitter et Instagram si vous avez des questions concernant les séries de NHL. Ça se termine cette nuit avec le match 7 entre Dallas et Seattle pour le deuxième tour et il y aura place aux finales de conférence assez rapidement que vous pourrez suivre également sur MySports Edge avant la finale de la Coupe Stanley qu'on se fera un plaisir avec Jonathan de vous commenter. Voilà, j'ai beaucoup parlé Jérôme parce qu'il y avait beaucoup à dire dans cette ouverture. On l'a dit, championnat du monde, actualité. Bon, on va commencer par le championnat du monde, c'est ce qu'il y a de plus chaud. Mais oui, allons-y. Un championnat du monde qui voit la Suisse être en tête du groupe B avec ses 2 victoires sur la Slovénie et sur la Norvège. 2 victoires par blanchissage avec 2 gardiens différents. C'est une jolie première ça. Oui, une équipe de Suisse qui est bien entrée dans son championnat du monde. 2 équipes que la Suisse devait battre, on va pas se mentir. La Slovénie et la Norvège, 2 équipes qui sont inférieures à la Suisse. La Suisse a fait le travail. 7-0 contre les Slovènes samedi. 3-0 contre la Norvège avec le 3e but dans la cage vide. Une équipe de Suisse, si on prend le match de samedi, qui a maîtrisé son sujet, qui a été impressionnante en jeu de puissance. Surtout, c'est rentré vraiment très facilement. Ouais, c'était du 4 sur 4 au début. Ouais, puis ça finit à 4 sur 5, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, une belle prestation de l'équipe de Suisse, qui a peut-être marqué les esprits, parce que c'est pas souvent qu'on voit quand même un 7-0 en championnat du monde, même si c'est contre la Slovénie, avec Genoni dans les buts, blanchissage pour lui, et puis le lendemain contre la Norvège, la Suisse qui n'a pas été impressionnante, mais qui a fait le travail, qui s'est fait un tout petit peu peur à un moment donné où la Norvège a failli revenir à 1-2 avec un tir sur les montants. Robert Mayer qui continue de bien garder la cage parce que l'équipe de Suisse a changé de gardien. Un blanchissage avec Genoni samedi, un blanchissage avec Robert Mayer dimanche. J'ai senti une équipe de Suisse un peu moins impressionnante dimanche, mais qui a fait le travail, qui a réussi à bien défendre, qui a eu un but annulé d'ailleurs de Yanis Moser parce que Ambul faisait obstruction sur le gardien, une obstruction pas forcément très évidente, même si le patin d'Ambul touche le patin du gardien de la Norvège, mais on peut la siffler. En Suisse, on l'aurait sifflé en tout cas. De toute façon, ça, vu qu'on a... Parce qu'on nous a dit toute la saison que le règlement suisse pour les obstructions sur gardien n'était pas le même qu'au championnat du monde. Hier, le but a été annulé au championnat du monde aussi. Bon, après si tu regardes l'action, c'est lui qui va dans le demi-cercle. Oui. Et même s'il y a le défenseur norvégien qui l'empêche de tourner, il change pas de direction avec les patins. Tu te souviens, c'était un des arguments sur le but de Marc lors du 7-1. C'est que Artikainen n'avait pas changé de direction. Ouais, c'est juste. Mais les arbitres avaient quand même avaient décidé que c'était Forster qui avait poussé Artikainen. C'est juste. Comparaison n'est pas raison, mais on pourrait regarder par rapport à celui-là. Et effectivement, selon le règlement, Ambul ne fait rien pour éviter le gardien norvégien. Donc prononciation difficile, hein. non, mais c'est vrai. Hanson, si jamais. Mais c'est pas un scandale d'avoir annulé le but. Mais je veux dire, c'est une équipe de Suisse qui a été de l'avant, qui s'est fait un tout petit peu peur à un moment donné contre la Norvège. Finalement, qui a fait le travail. On retiendra surtout ces 2 blanchissages. 10 buts marqués de 8 joueurs différents, dont les premiers buts de Glauser et de Miranda en championnat du monde. Et puis surtout, déjà 5 joueurs qui ont 3 points en 2 matchs. Donc je pense que c'est un début de championnat réussi pour l'équipe de Suisse. Maintenant, attention à la peau de banane. Il y aura le match contre le Kazakhstan
ça sera demain déjà, Mm. et là, il faudra continuer de faire le travail. Oui, il y a déjà ce début de championnat du monde est un début de championnat du monde peau de banane pour la Suisse. Forcément, il y avait ce risque contre la Slovénie. La Suisse est favorite, la Slovénie est néo-promue. Ça faisait 4 ans que la Slovénie n'avait pas, 4 ou 5 ans, j'ai plus les dates en tête, mais que la Slovénie n'avait plus joué au plus haut niveau. Donc forcément, c'est toujours risqué. Il y a le côté néo-promu, on le connaît bien en National League, l'énergie du néo-promu, les fans qui sont déplacés en nombre pour soutenir la Slovénie. Là-dessus, on a vu une Suisse tout de suite très bien concentrée. Je pense que Patrick Fischer a bien préparé son équipe en disant qu'il fallait faire attention à ce match-là. Même chose avec la Norvège qui, elle, a eu son match A eu la peau de banane. contre le Kazakhstan et a glissé dessus avec... il menait 2-0 puis 3 au début du deuxième tiers. Ils perdent au tir au but. La Norvège est à 1 point après 2 matchs. Ils auraient dû être à 3 points. Oui. Normalement, et là on a vu un petit peu d'agacement plutôt du côté des Norvégiens. Je sais pas si tu as observé plutôt le comportement du coach, c'est un jeune entraîneur du côté de la Norvège, Tobias Johansson. Il était avant avec les M20 norvégiens, mais il découvre aussi le plus haut niveau. Par contre, il a été très bon et son équipe a été très bon sur le but annulé parce qu'ils ont tout de suite vu le contact et tout de suite ils ont pris le challenge. Ça l'a fait rire d'ailleurs, le coach de la Norvège. Et on voit d'ailleurs, petit clin d'œil à nos dirigeants, à quel point c'est utile d'avoir un juge vidéo sur place. Oh oui. Parce que tout de suite, il y a eu l'annonce, la Norvège challenge le but pour une obstruction sur le gardien. Et il y a une caméra qui est située dans le local du juge vidéo. On a tout de suite vu l'équipe du juge vidéo avec les arbitres suppléants on revient en arrière, on regarde la situation, ce qui fait que les arbitres, le temps qu'ils enlèvent le casque, qu'ils mettent le casque audio pour parler avec ça, ils arrivent, le ralenti il est prêt, on le regarde ensemble, ça prend 2 minutes, et puis on peut rendre la décision à 3-4 assez rapidement. Par contre, il y a quand même eu un couac dans l'équipe de Suisse sur ces 2 matchs. C'est la blessure hier de Turcauf. Blessure à l'épaule. On ne savait pas trop ce qu'il avait, mais on nous a directement... C'est la Fédération Suisse qui a tout de suite communiqué en disant que Turcauf en aurait au moins pour 8 semaines. Donc, championnat du monde terminé pour lui. Il a été remplacé par Damien Ria, qui était déjà sur place. Et il faut le dire, depuis cette année, les remplacements sur blessure ne comptent pas comme joueurs. Avec une petite subtilité. Va jusqu'au bout du truc. En fait, il y a 25 joueurs. Tu me dis si je me trompe, Pascal. Il y a 25 joueurs normalement dans un contingent. Et avant, si vous aviez un joueur qui avait fait au moins un match, il se blessait, il ne pouvait plus continuer. Même fois, il comptait dans les 25. Maintenant, ils ont changé ce règlement. Si on est blessé, comme Turcauf l'est, on peut être remplacé. Mais Turcauf ne compte pas dans les 25. Donc une blessure maintenant n'handicape plus une équipe comme c'était encore le cas l'année passée. Ça permet, surtout, Bernie, Van Pottelberg et Ria sont restés, on fait le voyage en Lettonie, malgré l'élimination des Devils, sont restés sur place au cas où justement il y avait ça. Et tout de suite, dès qu'on a su que Akira Schmid ne jouerait pas, on a vu que Van Pottelberg était intégré à l'alignement, même si c'est certainement entraîné avec l'équipe, et il aura peut-être un match... peut-être le match contre le Kazakhstan. C'est possible. Pour lui donner. On sait que Patrick Fischer aime bien, d'habitude, quand il a son numéro 1, son numéro 2, le numéro 3 joue la doublure et le numéro 1 et 2 se reposent. Le numéro 1 et 2 sont en tribune quand ils jouent pas, quand ils sont pas en équipement. Et ça aide aussi. Ça avait pas mal été utilisé, notamment en 2018. Ça avait été une bonne formule. L'année passée, ça a malheureusement pas porté ses fruits contre les États-Unis en quart de finale, mais ça fait partie des choses qui fonctionnent bien dans les idées de Patrick Fischer. Et puis ça permet d'avoir Damien Ria qui remplace Turcauf, comme tu le dis, d'avoir Bernie qui va rester en Lettonie au cas où un défenseur se blesse. Au cas où un défenseur se blesse. Et on a eu la confirmation, alors on le savait déjà puisque eux l'avaient dit, mais que Ishii Sigenthaler allait arriver. Fiala est arrivé. C'était hier, il me semble, qu'il est arrivé. Il vient d'arriver à Riga. Il vient d'arriver. Il sera aligné demain contre le Kazakhstan. Il va s'entraîner aujourd'hui, prendre ses marques avec l'équipe, mais ça va pas être trop problématique. Non, je pense que ça va aller pour lui. Et puis Ishii et Sigenthaler vont arriver certainement demain ou mercredi pour jouer jeudi contre la Slovaquie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le niveau de la Suisse, qui est déjà bon, va aller vers le haut avec, pour Patrick Fischer, des choix à faire qui vont peut-être être un peu plus compliqués parce qu'il y a un joueur de centre en plus, il y a un défenseur de plus. Il y a un délit en plus. Bon, le joueur de centre en plus, c'est Nico Hischier. Il va remplacer post Turcauf, qui était au centre. Donc ça devrait pas trop pénaliser l'équipe de Suisse. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'avec Hischier et Fiala, tu as 2 joueurs qui vont jouer premier ou deuxième bloc. On est d'accord ?
Donc l'équipe de Suisse va vraiment être renforcée par le haut. Et quand on est renforcé par le haut, c'est vraiment un gros renfort parce que vous avez tous vos joueurs qui vont se décaler ensuite. Donc on aura une meilleure troisième ligne et de facto une meilleure quatrième ligne aussi. Et puis Siegenthaler en défense, il va prendre un rôle prépondérant aussi. Donc on aura vraiment une meilleure équipe de Suisse, sur le papier en tout cas, que ce qu'on a vu samedi et dimanche. Et puis moi, ce qui est bien surtout, c'est qu'on va jouer le Kazakhstan avec Fiala. Ishii et Siegenthaler vont entrer contre la Slovaquie. Et puis ensuite, il restera 3 matchs encore de groupe jusqu'à ce fameux quart de finale. C'est vraiment le but de l'équipe de Suisse. Puis l'équipe de Suisse aimerait bien le passer une fois ce quart de finale. Mais on aura les joueurs de NHL qui auront déjà 3 matchs dans les jambes, 3 matchs entre guillemets de préparation pour ce quart de finale. Ouais, et ça, c'est pas inintéressant pour l'équipe de Suisse. Ça va être contre les grosses équipes que sont le Canada, la Tchéquie. Notamment, c'est important. Puis un dernier contre la Lettonie. Voilà, la Lettonie, c'est mal parti pour l'équipe locale. Hein. Forcément, si ce match n'a pas d'importance pour la Lettonie, il aura moins d'importance aussi pour la Suisse, à moins qu'il y ait une des places une des 4 premières places. Lors des 4 premières places qui se décident. Mickaël, on a vu ta question, on la garde pour un peu plus tard, on parlera des dernières actualités juste après. Et puis Gaëtan nous dit par rapport à Turkov que lui il va manquer. Ce qu'il a montré contre Genève montre à quel point il était unique dans le genre grinder. Rias c'est autre chose, peut-être avons-nous perdu là notre facteur X pour aller en demi. Sans Rodney Chervais, il va manquer quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas eu besoin de ce genre de grinder de Turkov. Enfin, ce qu'on perd actuellement, si on prend bêtement les chiffres, en un match et un tout petit peu, c'est un but et un assist qui disparaissent. Ouais, avec un plus-minus de +1 pour Turkov. Bon, on a vu qu'il était intéressant aux engagements, Turkov, mais dans les faits, il est remplacé par Nico Hischier. Ouais. Pour ça, je pense que dans les faits, il est remplacé par Nico Hischier. La Suisse, pour moi, est gagnante sur ce côté-là. Donc, on peut pas dire que la Suisse est perdante. Après, si on a Nico Hischier et Turkov, on aurait peut-être pu dire qu'un autre centre allait sortir, mais Richard était impressionnant aux engagements aussi. Donc, est-ce que c'était pas de toute façon Turkov qui se serait peut-être retrouvé surnuméraire avec l'arrivée de Nico Hischier? Je sais pas, je pose des questions, mais j'ai pas l'impression que la Suisse est perdante en remplaçant Turkov par Hischier. Je trouve qu'il a bien prévu son coup, Patrick Fischer. En venant avec 6-7 joueurs qui peuvent jouer au centre. Tu as parlé de Richard, tu as parlé de Turkov, il y a As, il y a Malgin, Corvi qui était déjà là. En plus, tu rajoutes Hischier, donc ça veut dire que tu avais une belle colonne de centre, malgré l'absence de Nico Hischier. Et tu rajoutes peut-être le centre numéro 1 de l'équipe de Suisse. Il était capitaine l'année passée, il ne faut pas oublier Nico Hischier en venant. Là, il a donné un leader-writer parce que Hischier n'était pas disponible au début quand il fallait nommer un capitaine. On a tout de suite vu aussi un peu les tendances avec les assistants. Il y avait un qui serait le défenseur en tribune entre Marty et Bernie. Il donne le A à Marty, donc forcément le message est clair que Marty, forcément, c'est un joueur physique et qui va être important dans les matchs contre le Canada notamment, où ça va être chaud, mais le Canada est parti fort, donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue là-dessus aussi. À voir bien évidemment avec le match pour le Banane de demain, à voir si les Suisses sont toujours aussi sérieux après 2 matchs et 2 blanchissages. Oui, et puis une équipe de Suisse, le but c'est clairement de se qualifier dans les 4 premiers. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour être dans les 4 premiers du groupe. Puis après, il y aura ce quart de finale. Donc si on prend le classement aujourd'hui, ça sera un quart de finale contre la France. Mais il n'y a que 2 matchs sur 7 qui ont été joués, parce qu'on rappelle que le règlement, c'est que le premier d'un groupe joue contre le 4e de l'autre, le deuxième contre le 3e, 3e contre 2e, 4e contre 1er. Sauf, parce qu'il y a un sauf, s'il y a un quart de finale Finlande, Lettonie, qui sont les 2 équipes organisatrices de ce championnat du monde, eh bien elles ne peuvent pas se rencontrer en quart de finale. Donc si elles devaient se rencontrer en quart de finale parce qu'elles sont chacune dans un groupe, à ce moment-là, on ne croise pas les groupes pour faire les quarts de finale, mais on joue le premier contre le 4e du même groupe et le 2e et le 3e du même groupe. Donc ça va être peut-être à regarder jusqu'à la fin, même si la Lettonie pour l'instant est mal partie, 2 matchs, 0 points, mais on ne sait jamais, tout d'un coup un sursaut d'orgueil des Lettons qui pourraient se qualifier. À noter que pour l'instant la Finlande non plus n'est pas dans les 4 premiers, parce que la Finlande a perdu son premier match, malgré l'ouverture du score d'Artikainen. Ouais, mais après j'ai regardé ce match-là, c'était intéressant de voir, parce que beaucoup de monde dit les Américains, ils arrivent, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, donc forcément ils ont une belle équipe, les Américains. Oh oui. Je sais qu'au niveau des pronostics, ils étaient placés assez bas dans les pronostics, mais avec un leader comme Alex Stock,
C'est vraiment un très très bon joueur. En plus, il joue avec son frère, donc forcément, il a encore plus de motivation d'être là. Il y a des très très bons joueurs dans cette équipe américaine. Ça va être, ils vont pas être faciles à aller chercher. Et ouais, il leur a fallu 20 minutes à peu près aux Américains pour rentrer dans le match. Contre les Finlandais, ouais, c'était samedi, ouais. C'est vendredi. C'était impressionnant. Vendredi, oui. C'était impressionnant de voir que les 20 premières minutes, c'était les Finlandais poussés par leur public. On est double champion du monde en titre, champion olympique. On va montrer que c'est nous. On a un rôle à jouer. Deuxième tiers, les Américains sont arrivés, ils ont fait et les cocos. Nous aussi, on sait jouer. Et les Finlandais, il y a eu 5 minutes à un moment où ils n'ont pas vu le puck. C'était vraiment. Ouais, donc c'est impressionnant. Ouais, les Américains, il faudra compter sur eux. En tout cas, si on prend si on revient à l'équipe de Suisse, je pense que le premier vrai test, c'est jeudi avec la Slovaquie. Oui. Clairement, là, ça va être un match important. En plus, comme il y aura Siegenthaler et Ishii, donc forcément, là, il y aura en plus on verra à peu près les idées que Patrick Fischer aura au niveau de son alignement. Quelle ligne il va mettre, comment est-ce qu'il va remplacer, parce que maintenant, avec 3 joueurs qui arrivent, c'est 3 joueurs qu'il faut sortir, enfin, 2 joueurs qu'il faut sortir de l'alignement, puisque Turcauf est sorti de facto. était sorti de facto. Voilà, est-ce qu'on va faire un tournus en fonction des résultats aussi En fonction de l'adversaire, peut-être aussi, si on veut jouer peut-être plus rapide, plus physique, voir aussi les forces de l'adversaire. Est-ce qu'il faut vraiment 4 centres impressionnants? Est-ce qu'il faut muscler l'arrière-garde ou pas? Est-ce qu'il faut des ailiers rapides ou plutôt des joueurs qui savent contenir le jeu? Est-ce qu'il nous faut vraiment un 4e bloc défensif? Ou est-ce qu'on pourra mettre un 4e bloc qui est également offensif, puis sur qui on compte vraiment pour aller marquer des buts? Ouais, le 4e bloc, actuellement, il n'est pas très défensif. Hein, non, justement. Statistiques, hein, parce mais on pourrait le faire plus défensif, par exemple. Miranda, qui il me semble qu'il était 13e attaquant au début du match hier, a quand même un but, 2 assists. Oui. Hein, il a même joué en powerplay. Il a fait un mouvement à la Artikainen sur un des powerplays au 2e tiers. Ils joueraient pas à Genève ensemble par hasard? Je pense qu'il a travaillé avec son coéquipier. C'était intéressant. Vraiment, quand j'ai vu le ralenti, j'ai fait bon, ok, ça, on sait où est-ce qu'il l'a appris à le faire. C'est bon. C'était vraiment du copier-coller. Le but d'Artikainen, d'ailleurs, c'est un but à la Artikainen. On en a vu, je pense, 15 cette saison exactement comme ça. Et pour les Genevois, on parlera de Manninon juste après, mais un des passeurs, c'est Manninon sur le but d'Artikainen. Donc il y a déjà une connexion entre les deux aussi à surveiller pour les supporters de Genève Servette. Et puis on a parlé des joueurs de NHL qui arrivent avec cette équipe de Suisse. Il y a Denis Malgin qui était au Colorado, qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine. Sur les 2 matchs, là, il est à 2 buts et 1 assist. Qu'est-ce que tu as pensé de Malgin? Est-ce qu'il est vraiment là pour se montrer et puis essayer d'accrocher un contrat NHL, ou est-ce qu'il est plutôt là pour l'équipe de Suisse? Est-ce qu'il est là pour l'équipe de Suisse ou pour lui? Ou un peu des deux? Un peu des deux. Je pense pas qu'il soit égoïste au point de dire je vais avec l'équipe de Suisse pour me montrer. Oui, forcément, il est là pour se montrer, il n'a pas de contrat, il faut qu'il montre qu'il peut tenir. Pour lui, le match le plus important, forcément, ce sera contre le Canada. On verra aussi son attitude à ce moment-là, s'il se baisse pas d'ici là. Voilà, mais oui, le match contre le Canada, pour lui, c'est forcément le match le plus important de ce premier tour, parce qu'il va montrer aussi qu'il peut jouer en NHL. Il a été transféré, il était à Toronto, il a été transféré à Colorado, parce que Colorado, ça a été une avalanche de blessures sans mauvais jeu de mots. Et il a pu se montrer un petit peu. On a vu que quand il était... La NHL a vu que quand il avait un rôle plus offensif, il était plus intéressant que sur un rôle défensif. Mais ça, nous en Suisse, on le savait déjà, mais on le sait depuis qu'il a 10 ans. Hein, qu'il est tout petit, ouais. Il n'a pas beaucoup grandi depuis. Depuis qu'il est plus vieux, alors. Depuis qu'il était plus jeune. Depuis qu'il était plus jeune. Voilà. C'est un joueur qui doit se montrer, il veut rester en Amérique du Nord. Clairement, lui, son objectif, c'est pas de jouer en Suisse. Il l'a clairement fait comprendre. J'ai entendu des bruits comme quoi le Colorado hésitait actuellement à le prolonger. À voir aussi maintenant avec la blessure de Landeskog qui va manquer toute la saison pour une saloperie au niveau de son genou. Il a plus de cartilage dans un des genoux, donc il doit se refaire une greffe, ça prend du temps. Il y a Marc Méthode, qui est l'ancien défenseur d'Ottawa, qu'on a parlé, qui a dit que lui, sa carrière avait été quasiment finie après cette opération. Donc voilà, il y a peut-être sur 1-2 ans là un poste à aller chercher à Colorado. Je dis pas qu'il va prendre la place de Gabriel Landeskog, attention, c'est pas ce que je dis, mais il y a une ouverture pour avoir un rôle offensif, parce que Malgin, il peut aussi jouer à l'aile, et ça c'est un avantage par rapport à ça. C'est
au niveau du trio d'attaque, il est utile. Dans un top 6, il est utile sur les 3 positions. Puis tu as mentionné avant, Pascal, qu'Akira Schmid ne vient pas, hein, le gardien de New Jersey. Ouais. C'est pour ça que Van Pottelberg a été mis dans les 3 gardiens avec Mayer et Giannoni. Il y a Romagnosi qui ne vient pas non plus. Et puis Timo Meyer des New Jersey, parce que son assurance est trop chère. C'est un petit peu ça. Il n'y a pas que des joueurs suisses qui ne viennent pas parce que l'assurance est trop chère. C'est aussi comme ça dans certains autres pays. Mais ça nous fait toujours un peu bizarre de se dire on a un joueur qui peut être là, et puis il y a une fédération, qu'elle soit suisse ou n'importe laquelle, qui ne paye pas l'assurance, mais il faut dire que les montants sont extrêmement élevés aussi. Hein. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est comparer par exemple à la Coupe du Monde de foot, c'est que toutes les ligues de football dépendent de leur fédération continentale, puis de la FIFA. Donc c'est la FIFA qui organise la Coupe du Monde, donc la FIFA a autorité sur tous les clubs. L'IHF, qui organise le championnat du monde, n'a aucune autorité sur la NHL. Il faut vraiment le voir ça comme 2 fédérations totalement séparées. La NHL est indépendante de l'IHF. D'ailleurs, c'est pas le même livre des règles, même si on a tendance à l'harmoniser. La NHL peut faire ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'il y a la Coupe du Monde de hockey sur glace qui existe, mais la Coupe du Monde de hockey sur glace n'est pas organisée par l'IHF. C'est une compétition qui a été créée par la NHL pour montrer les meilleurs joueurs. Et d'ailleurs, quand c'est la Coupe du Monde de NHL, les joueurs de NHL n'ont pas de choix. Ils doivent y aller s'ils sont sélectionnés. Et donc là, on se retrouve avec le fait que les accords entre l'IHF, la NHL et la NHLP, l'association des joueurs, fait qu'il faut protéger les joueurs, et notamment ceux qui n'ont pas de contrat, qui prennent le risque. Alors c'est aussi en fonction du montant du contrat. Timo Meyer a un gros contrat, donc forcément son assurance est assez élevée. Et lui a aussi envie de miser sur ce qu'il a montré. Il veut négocier son contrat dès maintenant. Alors, officiellement, il n'a pas le droit, puisque c'est à partir du 1er juillet que ça, mais officieusement, bien évidemment, son agent, il parle avec les clubs, en premier avec New Jersey, parce que j'ai l'impression qu'il avait envie d'aller au New Jersey quand il a été échangé, qu'il veut y rester, puisqu'il y a Nico Hischier, il y a Jonas Siegenthaler, il y a Akira Schmid. Par rapport aux blessures, on a appris que Schmid était blessé. Ça, c'était un petit peu une surprise après les playoffs qu'il a fait, où il a été vraiment, je pense, même les gens au New Jersey ont vu à quel point c'était un gardien talentueux. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il va rester en phase de développement. Il a été incroyable. On voit que Romagnosi, lui, a une commotion. Donc voilà, l'année passée, c'était pour des raisons familiales. Cette année, c'est pour une raison médicale. Mais je pense que maintenant, la Suisse est moins dépendante aussi de Romagnosi. On se souvient qu'en 2018, il était arrivé en cours de compétition. Il y avait eu l'avant et l'après Josi. Cette année, je pense que la Suisse peut faire des bons résultats. Attention, toujours la même chose. Les quarts de finale, c'est du niveau extrêmement élevé. Même quand vous êtes premier, vous pouvez tomber contre une équipe extrêmement forte. Hein. Si tu disais actuellement, c'est la France, mais devant, c'est le Danemark. La Finlande a joué contre les USA, donc forcément, ils ont déjà joué contre un gros. Ils jouent ce soir contre la Suède. Regardez ce match, ça va être beau. si vous avez envie de voir un match ce soir, 19h10, MySports 1, pour la prise en scène. Artikainen contre Murnas. Absolument. On peut trouver aussi d'autres, parce qu'il y a ça, Sørensen a marqué un but hier avec la Suède d'ailleurs, pour les fans fribourgeois. Donc voilà, il y a des grosses envies, il y a des grosses équipes, et là, peut-être que la Finlande va finir 3e, 4e du groupe A. C'est un risque pour les équipes qui se classeront 1 et 2 du groupe B, du groupe de la Suisse. Donc, on a vu l'année passée, les Suisses terminent premiers du groupe A, enfin de leur groupe, ils ont fait un très très bon, ils ont gagné tous les matchs. Très bon championnat du monde. Ils ont perdu, ils ont pas gagné, ils ont perdu des points. Ils ont pas fait 100% au niveau des points. Et ils tombent contre les États-Unis. Et les États-Unis étaient un gros adversaire, ils perdent 3-0. Mais il n'y a pas de honte à perdre contre les États-Unis en quart de finale. Même si tu termines premier de ton groupe. C'est juste que les États-Unis ont eu de la peine à entrer dans le championnat du monde et sont montés en puissance au fil des matchs. Ouais, on espère évidemment que l'équipe de Suisse passera ce quart de finale. Ah bah enfin. ça va être des belles émotions s'ils le passent. Hein. On se souvient de 2013, on se souvient de 2018. Ouais, je crois qu'on a fait le tour pour le championnat du monde. On va parler un petit peu des dernières actualités. On va commencer avec la question de Mikael qui nous l'a posée, puisqu'on a dit qu'on allait y répondre. Qu'est-ce qu'on pense de la signature du Finlandais au GSHC, donc Sakari Manninen? On rappelle ce qui s'est passé. Linus Ömark a annoncé qu'il partait, qu'il retournait à Luleå. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, il avait déjà... En fait, quand il est revenu à Genève, il avait quand il est parti la première fois à Luleå, après sa première année à Genève, il a signé
1 an plus 2 en option. Donc, en fait, il s'est retrouvé dans une situation où il avait cette saison 2022-23, il avait un contrat en Suède, un contrat en Suisse, en gros. Et ça a été le même problème pour Luleå l'année passée, il y a 12 mois, quand il a fallu annoncer le départ de Marc. Eux espéraient qu'il reste. Puis finalement, il a choisi de venir à Genève honorer son contrat. Alors oui, il a signé une prolongation. Oui, on peut dire qu'il n'honore pas ses engagements, mais il explique aussi dans une vidéo que ses enfants, notamment sa fille de 5 ans, a réclamé de retourner en Suède aussi pour l'école, pour être proche des grands-parents. On peut imaginer plein de facteurs. En plus, il a fait le job cette année, Marc. Donc, oh oui, oui. Je pense que quand il a appelé, quand il a discuté avec Marc Gauchi, puis qu'il a dit, écoute, on aimerait retourner en Suède, on aimerait retourner à Luleå parce que toute la famille aimerait retourner là-bas. Je pense que ça a été assez facile de trouver un accord. Et puis il en a parlé à Artikainen qui a appelé son pote Maninen, puis il a fait écoute, il y a une place qui s'est libérée. Est-ce que ça t'intéresse? Et puis à mon avis, ils ont attendu quand même d'avoir la confirmation de Maninen pour dire remarque, c'est bon, tu peux y aller, on va pas te forcer à rester. Puisque en 24 heures, on apprend son départ et l'arrivée de Maninen. Écoute, moi je trouve que c'est un très gros coup là, réussi par Genève. C'est un coup à la Artikainen, c'est un coup à la Omark. Maninen, c'est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, il faut pas se mentir. Ça va être l'attraction du championnat la saison prochaine. C'est un joueur qui a joué avec Artikainen en KHL, il joue avec Artikainen en équipe nationale. On a vu que Artikainen, quand il avait Omark à côté de lui, qui sont deux potes dans la vie, ça marche super bien. Artikainen et Maninen se connaissent au niveau du hockey, se connaissent en dehors du hockey. Je pense que Genève n'est pas perdant d'avoir remplacé Omark par Maninen. Alors Maninen, il est moins fantasque que Omark. On n'aura pas forcément le puck coincé sous la lame ou des choses comme ça. Aussi, mais Omark, on le sait, il est très fantasque. On se souvient d'un penalty tiré en saison régulière. Il commence en marche arrière. Voilà, des choses comme ça. Maninen, c'est pas ça. Mais l'entente Maninen-Artikainen, on la connaît depuis plusieurs années. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas du côté de Genève Servette. Et je rappelle encore une fois, Maninen, ça va être une attraction dans notre championnat. Clairement. Il est plus jeune que Marc aussi. Donc ça peut aussi aider avoir un petit peu plus de vitesse. Kevin nous dit c'est une signature très intelligente pour compléter Artikainen. Totalement d'accord avec ça. Ça va être un joueur à suivre. Oh oui. Je pense que on peut pas comparer les deux joueurs. Non, on les compare pas. Mais Genève n'est pas du tout perdant. Genève n'est pas perdant sur la signature. C'est un très gros coup, très très gros coup là, réalisé par Marc Gauchi. Mais encore une fois, peut-être avec l'aide d'Artikainen. Ah, je pense qu'à 100% Artikainen. Et c'est là où à Genève on est, j'ai envie de dire, on est très intelligent parce que on sait qu'Artikainen a joué avec lui et puis il y a déjà le feeling. On doit pas créer une osmose en fait, elle existe déjà et c'est évidemment tout du temps de gagner parce que si tu peux commencer directement la saison en septembre avec deux joueurs qui se connaissent par cœur et qui ont déjà des automatismes, bah, tu gagnes déjà par rapport à d'autres équipes qui, elles, devront créer des automatismes entre leurs joueurs. Ouais, puis comme Kevin le rappelle, il y a Vatanen et Filppula aussi. Alors Filppula, on ne sait pas encore ce qu'il va faire, donc on va peut-être le mettre un petit peu moins dans l'addition, mais forcément, à mon avis, Maninen, il a aussi appelé Vatanen et Filppula puisqu'il a joué avec eux en équipe nationale pour savoir aussi quels étaient ce que disait Artikainen correspondait à la réalité aussi. Il y en a un qui lui vendait le paradis. Bon, t'arrives chez le champion, hein. Oui. Donc t'arrives pas non plus n'importe où. C'est une signature qui est assez facile. Je veux dire, on sait qu'à Genève, t'es bien payé et en plus t'es champion. Donc tu prends pas de gros risques en venant à Genève quand même. Au-delà du côté, je pensais plutôt au-delà du côté salarial et sportif. Il y a aussi tout l'à côté. On sait que ouais, l'entente entre les joueurs, l'entente entre les joueurs, la ville, est-ce que, je sais pas si Maninen a des enfants, mais l'école ou trouver une crèche, un appartement, est-ce que c'est facile de se déplacer, il y a différents facteurs aussi qui entrent en ligne de compte. Alors oui, le salaire ça aide et forcément plus le salaire est élevé, plus c'est facile d'aller jouer dans des coins qui sont un peu difficiles, mais voilà. C'est forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que le salaire oui, évidemment, mais dans la vie. Et puis,
pour ceux qui sont étonnés que Marc retourne en Suède, j'ai vu passer... Pardon, j'ai un truc sur la langue. J'ai vu passer un truc qui rappelait que les salaires en Suède étaient beaucoup plus bas. Ce sera plus le cas à partir de l'année prochaine. Il y a un nouveau contrat télévisuel. Alors, c'est toujours le même opérateur, c'est toujours le même diffuseur. Hein, c'est ex-Canal+, du côté de la Suède, qui s'appelle C More. C'est aussi la chaîne qui diffuse en Finlande la National League et qui diffuse la première division, la SHL, donc la deuxième division, Allsvenskan, et puis également le hockey féminin du côté de la Suède. Et le nouveau contrat pour la SHL est extrêmement élevé. Ça va représenter entre un tiers et la moitié du budget pour certaines équipes. Donc forcément, il y a aussi plus d'argent pour ramener des joueurs comme Tom Ernest, comme Marc, au-delà de l'aspect familial aussi. Il n'y a pas que l'argent, comme je disais juste avant, mais si vous pouvez proposer un salaire qui est peut-être 2/3 ou 3/4 de ce que vous gagnez en Suisse pour aller jouer en Suède, les joueurs suédois vont aussi avoir un petit peu plus de facilité à retourner au pays. Est-ce qu'on fait la question d'Anthony, ou plutôt la phrase d'Anthony avec le départ de Schneeberger à Davos? Anthony qui espère que Yannick Bouren sera un bon remplaçant de Schneeberger. Pour ceux qui l'ont pas suivi. Alors Schneeberger, on a appris ce matin que Noah Schneeberger quitte le HCBN et a signé dans les Grisons au HC Davos. Yannick Bouren, lui, ça faisait pas mal de temps qu'on savait qu'il allait quitter Ambry pour arriver à Bienne. Schneeberger, il n'avait plus de contrat du côté du HCBN. Le HCBN qui a tout simplement décidé de ne pas reconduire le contrat de Noah Schneeberger, qui a donc trouvé un club à Davos. Dans la logique, c'est Yannick Bouren qui va prendre sa place dans l'arrière-garde biennoise. De mon point de vue, je pense que Bienne est gagnant. Je pense que Yannick Bouren a plus de qualité que Noah Schneeberger, même si Noah Schneeberger a fait une excellente saison et d'excellents playoffs aussi. C'est aussi grâce à lui que Bienne est arrivé en finale, mais je pense que Yannick Bouren a quand même un petit plus par rapport à Noah Schneeberger. Et tu m'arrêtes si je me trompe, Pascal, mais je pense que Yannick Bouren peut jouer en jeu de puissance aussi, alors que Noah Schneeberger ne le jouait pas. Et Yannick Bouren, c'est aussi un défenseur que tu peux utiliser dans les deux sens. Il a une bonne première passe, il a un bon tir aussi, il sait jouer physique quand il faut. C'est un défenseur assez polyvalent, Yannick Bouren, et je pense qu'entre Bouren et Schneeberger, là le HCBN est gagnant. Je sais pas ce que toi t'en penses. Alors Powerplay, je t'avoue que cette année on l'a pas beaucoup vu parce que c'était un petit peu pris par les deux défenseurs étrangers du côté de la Léventine, mais il me semble qu'il a fait aussi qu'à un moment ils ont joué à deux défenseurs sur une des unités et que c'était lui qui était le complément, on va dire. Moi je tournerais la phrase d'Anthony en fait différemment. C'est-à-dire que c'est l'arrivée de Bouren qui fait qu'on n'a pas gardé Schneeberger à Bienne. On a clairement misé sur Yannick Bouren pour du côté de Steinegger, et je comprends tout à fait. C'est un jeune défenseur en avenir. Moi je le trouve. Quand il a signé Ambry, j'ai trouvé que c'était une très bonne signature pour Ambry. Il a pu se développer ce qu'il n'avait pas forcément du côté de Berne, montrer sa valeur, et moi c'est un défenseur que j'aime bien. Et je pense qu'à Bienne, il va se retrouver dans une bonne position. Peut-être décharger un petit peu Forster. Moi aussi. Il y a comme 40 ans, le bonhomme, même si ça ne donne pas l'impression, il va être en concurrence avec Delémont, donc forcément c'est aussi pour une place sur le powerplay, donc forcément c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça va tirer les deux joueurs vers le haut. Oui, pour moi clairement Bienne est gagnant sur l'échange entre guillemets sur le changement de défenseur avec Bouren pour Schneeberger qui retourne à Davos. Il avait joué de 2012 à 2018 et il a signé un contrat d'1 an. On a pris une autre signature du côté de Davos, c'est l'arrivée d'Alexis Peltonen. Alors je connais pas trop le jeune homme, c'est un attaquant finlandais et américain, où il a les deux passeports, à licence suisse, puisque c'est le petit frère de Jesperi Peltonen qui va jouer à Lugano, et surtout c'est le fils de Ville Peltonen. Ouais, on aura les deux frères Peltonen dans notre championnat. Le premier frère qui a quitté Cloton pour aller à Lugano, le frère qui signe à Davos. Licence suisse donc, oui. Du coup, donc ça peut être un plus. Aussi, on voit pas mal de joueurs qui signent avec des licences suisses qui sont entre guillemets étrangers, mais qui signent avec des licences suisses. C'est aussi très intéressant pour les équipes, parce que c'est comme si vous aviez un étranger dans l'équipe, mais finalement il compte pas comme étranger. On avait le cas à Genève, par exemple, avec Joris,
avec Pouliot maintenant qui compte plus comme Suisse, et on voit que ça amène vraiment quelque chose en plus. Alors, Pouliot, la différence c'est que lui il a le passeport. Oui, il a le passeport suisse, mais oui. avant il comptait comme étranger, Bien et on sûr. voit que ça fait une différence. Parce qu'à Genève, vous avez Pouliot qui tout d'un coup ne compte plus comme étranger et qui compte comme Suisse, vous pouvez amener quelqu'un d'autre pour renforcer l'équipe. On se souvient, il me semble que c'est la signature de Josh Joris où on savait pas ce qu'il était finalement, puis c'est Max Orley qui avait trouvé qu'il avait une licence suisse ou déjà un passeport suisse ou quelque chose Non, alors, comme ça. La licence, elle était connue puisque son père Marc a joué dans les deux clubs lémaniques en l'occurrence, et il a commencé, Josh a commencé le hockey sur glace. Alors je crois que c'était à Sierre quand le père Marc était du côté de Sierre, mais il y avait la trace de la licence suisse. La question c'était est-ce qu'il a le passeport pour jouer en équipe nationale, et ça c'est non. C'est pas comme Tanner Richard qui lui a le passeport suisse, et on le voit cette année alors que son père est canadien. Mais c'est vraiment des joueurs très intéressants, ces joueurs qui ont la licence suisse en fait. Et puis il y a Jérém qui nous demande qu'est-ce qu'on pense des étrangers de Fribourg la saison prochaine. Alors on a appris juste pour finir sur Peltonen, il a signé 2 ans, donc on prend aussi le temps de le développer du côté de Davos. Il va certainement aller jouer quelques matchs en Swiss League au début, en tout cas sur la première année. C'est bien possible. Ça sera plus, je pense, au début un joueur de profondeur. Les étrangers de Fribourg. Donc on a Valmark qui a signé du côté qui a cassé son contrat avec Zurich et qui a rejoint Fribourg. Apparemment ça s'est fait assez rapidement. Je pense que l'annonce du contrat, la fin de contrat du côté de Zurich a quand même été annoncé un petit peu plus tard, vivement que l'effectif, que le moment effectif. Et l'agent de Valmark a tout de suite sondé le marché aussi pour savoir où est-ce qu'il pourrait rebondir, parce qu'il avait apparemment il avait la volonté de rester en Suisse et pas lui de retourner en Suède après ce contrat, parce qu'il a quand même bien aimé son séjour en Suisse, son premier séjour en Suisse. Même si ça s'est moins bien passé au niveau sportif, on a vu quand même un Valmark à deux. On a vu deux Valmark cette saison. On a vu Lucas Valmark au début de la saison avec Grönborg, où c'était un jeu qui lui convenait, et puis on a vu, pour reprendre l'expression de certains, Jean-Michel Valmark sur la fin de la saison, au point qu'il a fini les playoffs en tribune, sous Crawford, avec un jeu qui ne lui convenait pas. Jeu de possession avec Grönborg, dump and chase avec Crawford. Forcément, c'est 2 jeux totalement différents. À voir ce que aussi Christian Dubé a pu lui vendre. Et c'est là aussi la façon dont on verra le visage de Lucas Valmark. Il faut espérer pour les Fribourgeois que ce soit le Lucas Valmark du début de saison, qui était quasiment à 1 point par match, plutôt que celui de fin de saison qui a traîné son spleen pendant une vingtaine de matchs sur la glace zurichoise. La différence entre Valmark et Desharnais, c'est que j'ai l'impression que Valmark, on pourra plus l'utiliser en infériorité numérique par rapport à David Desharnais de la saison passée, qui n'a pas beaucoup joué en infériorité. Il venait pas mal de fois juste faire l'engagement, parce qu'on sait que Desharnais est impressionnant aux engagements. Vous aviez Fribourg qui avait un engagement défensif en infériorité numérique. Desharnais faisait l'engagement, et dès que le puck était sorti, on voyait Desharnais aller changer, parce qu'il ne pouvait pas trop jouer à 4. Valmark, on peut vraiment le faire jouer à 4. Donc, je pense que c'est là un petit plus pour Fribourg-Gotteron, après avoir quel jeu va proposer Christian Dubé par rapport à Valmark. Comme tu l'as dit, Pascal, brièvement, en début de saison, Zurich jouait avec une possession de puck en zone offensive. C'est-à-dire qu'on s'installe dans la zone et on fait vivre le puck dans la zone offensive. Et là, on a vu que Valmark, ce royaume, il a même été top scorer. Il y avait même cette lutte au top scorer avec Koukan, une fois l'autre. Oui, parce que Koukan a connu un très bon début de saison. Hein. Et puis ensuite, il y a eu le changement d'entraîneur avec Crawford. Et là, le jeu a complètement changé sous Crawford. C'est vraiment mettre le puck le plus rapidement possible sur la cage adverse. Donc, il n'y a plus ce jeu de possession. Et là, on a clairement vu que pour Valmark, c'était un jeu qui ne lui allait pas. Et comme tu l'as dit, en play-off, on ne l'a quasiment pas vu, mais on ne l'a pas vu dans les matchs, on ne l'a pas vu du tout, il n'était pas sur la feuille de match, oui, il était surnuméraire, tout simplement. Garetro qui lui a été préféré, et Garetro était pas en odeur de santé non plus du côté de Zurich. Donc il faudra voir, est-ce que le jeu proposé par Christian Dubé sera plutôt un jeu qui est positif pour Valmark ou non. Mais je pense que du côté de Fribourg, on a vu que Valmark n'était pas à l'aise sur le jeu de Crawford et plutôt à l'aise sur le jeu du début de saison de Zurich. Donc j'ose imaginer qu'on a vu ça
et puis qu'on va proposer à Fribourg un jeu de possession de puck quand même. Ouais, après, on n'a pas vu non plus un jeu de dump pinches, donc de mettre le puck au fond et de courir après du côté de Fribourg. Ça arrive de temps en temps, mais dans toutes les équipes, ça arrive de temps en temps aussi de devoir le faire parce qu'il n'y a pas de solution. L'adversaire s'est adapté, la ligne bleue est plus fermée. On a vu quand même que Fribourg aimait bien aussi avoir le puck. Ça a moins réussi cette saison que la saison passée. Mais là-dessus, je pense qu'il va un peu plus aussi entrer dans le moule fribourgeois. Et pour moi, il y a plus de chances que ce soit le Lucas Wallmark du début de saison que celui de fin de saison, du côté de Fribourg. Après, il y avoir une blessure, bien évidemment, on est à l'abri de rien. C'est la même chose pour Mannion, hein. On est à l'abri de rien, peut se passer beaucoup de choses. Ah oui, on l'a vu l'année passée avec Sorensen qui se blesse au premier match de Champions League avec une blessure bête et on n'a jamais vu réellement le Sorensen tel qu'il jouait en Suède l'année d'avant. Parce qu'il y a eu cette blessure, c'était le poignet, forcément ça amène aussi un petit peu de stress, mais on voit que Sorensen sur la saison, il est monté en puissance. On a trouvé un étranger qui a sa place clairement dans les étrangers de National League. Puis le fait qu'il y ait déjà des Suédois aussi à Fribourg, ça aide aussi. Wallmark a joué en équipe nationale, il les a côtoyés, il a pu discuter avec eux, il a vu les installations aussi, même si on va dire qu'il passe d'une patinoire ultra moderne à une patinoire moderne. Sans faire offense à la BCF Arena, c'est juste que la Swiss Life Arena est vraiment flambant neuve et la BCF Arena a quand même 2 ans maintenant au niveau de ses installations, mais voilà, Fribourg est aussi intéressant de ce point de vue-là et je pense que Wallmark a dit à son agent, écoute, voilà, il y a les destinations qui m'intéressent, c'est ça. Et ça fait partie des destinations intéressantes, priorité la Suisse et puis ensuite, si vraiment tu trouves rien, on réfléchira à autre chose. On a parlé Bienne, on a parlé Genève, on a parlé. Tant qu'on est à Zurich. Tant qu'on est à Zurich, on peut parler de Ludovic Weber. Ouais, alors ça, je sais pas si toi, t'es tombé de ta chaise ou pas quand t'as vu le truc, mais alors moi, oui. Alors écoute, quand j'ai appris que Ludo Weber partait en NHL, j'étais à la conférence de presse du HCBN qui nous annonçait la mauvaise nouvelle pour Antti Tormanen. Mais Ludovic Weber en NHL, oui. Alors c'est assez surprenant. C'est, comme on dit, un transfert qu'on n'a pas vu venir. C'était comme quand Bienne avait annoncé le transfert de Damien Brunner en plein été. Ouais, l'arrivée à Bienne. Ça, c'est des transferts que il n'y a même pas eu de rumeur, il n'y a rien eu du tout. Puis tout d'un coup, pouf, on nous apprend que Ludovic Weber va partir en NHL. Alors je suis extrêmement content pour lui. Vraiment. Parce que au-delà d'être un gardien qui n'a pas vraiment eu de chance parce qu'il est à Fribourg, on sent qu'il peut être numéro 1, puis il y a Reto Berra. Puis après, il part à Zurich où on lui dit tu seras peut-être numéro 1 parce que Fueller arrête. On te signe, tu seras notre numéro 1 parce que Fueller arrive. Et puis il y a Roubets qui arrive dans l'intervalle. Et puis il se blesse cette saison, Ludo Weber, donc il n'a pas pu jouer. On lui dit c'est fin de saison. Puis tout à coup, il arrive quand même pour les playoffs. Il y a ce match bizarre à Bienne où il change 3-4 fois avec Roubets juste pour un shift, et puis tout d'un coup Ludo Weber qui part outre-Atlantique. Alors extrêmement content pour lui. L'équipe officiellement on ne la connaît pas parce que comme tu l'as dit avant, la NHL n'ose pas communiquer avant une date limite, je crois que c'est c'est au mois de juillet. C'est différent. Les joueurs européens qui sont agents libres peuvent être annoncés à partir du moment où l'équipe est... Enfin, en NHL, on n'annonce pas tant qu'on est en compétition. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer les destinations de Ludovic Weber entre la Caroline, la Floride, Dallas, Seattle, on peut mettre Edmonton encore, et Vegas. Plus New Jersey et j'ai un blanc terrible, Toronto. Voilà, qui était l'équipe encore au deuxième tour. Après, c'est pas la signature la plus importante pour l'équipe qui l'a signé. David nous dit il n'a pas le niveau. Il est signé en NHL, mais il a signé un two-way. Ça, de toute façon, il a signé un entry-level contract two-way. Il va toucher le salaire minimum s'il joue en NHL. Il va toucher le salaire maximum en AHL. Hein, c'est environ 70 000, 100 000 $ en AHL. Il va aller faire le camp de développement au mois de juillet-août. Il va faire le camp des recrues. Il va faire le camp principal en septembre, août-septembre pour les recrues. Et puis ensuite, s'il a le niveau, il va être deuxième gardien, mais je pense qu'il va plutôt être dans le système.
Et il aura signé certainement 1 an d'ailleurs, hein, l'entry level 1 an, et il va certainement jouer la saison en AHL. Avec pourquoi pas des comme, matchs de NHL si on prend une des destinations possibles, puisque la rumeur Florida fait partie des rumeurs, peut-être un rôle comme Alex Lyon, c'est-à-dire qu'il est numéro 3. Il a joué principalement en AHL dès que Bobrovsky et Knight ont été un peu moins bons, et puis avec la blessure de Knight, c'est Lyon qui a terminé la saison, qui a commencé les playoffs pour la Floride. Donc voilà, c'est peut-être ce scénario-là qui est en train de se développer, mais on la voit encore aussi avec Akira Schmid. Il était numéro 4 au mois de septembre, les New Jersey Devils. Et il a grimpé les échelons. Alors, il l'avait déjà vu en NHL la saison d'avant, mais quand il entre au match numéro 3 du premier tour contre les Rangers, il est numéro 2 à ce moment-là. Et il termine la série, il est numéro 1. Alors après, ça s'est mal passé, c'était un peu plus compliqué contre la Caroline, mais ça c'était un peu attendu, on va dire. Hein. Les Hurricanes sont quelque chose, sont une grosse équipe, malgré les absences qu'ils ont, et qui est une équipe qui a plus l'habitude des playoffs que les Devils, qui eux sont encore dans la phase de reconstruction, sur la fin de la phase de reconstruction, mais ils apprennent encore et ils découvrent aussi les playoffs, réellement les playoffs à ce moment-là. Moi je pense que Ludo Weber, on va le voir en NHL la saison prochaine, sur quelques matchs, hein, je dis pas toute la saison, mais je pense qu'on va lui donner sa chance. Et puis même si on lui donne pas, eh ben, il aura fait une année là-bas, il aura pas de regret parce qu'il aura tenté sa chance sur le rêve de tout joueur de jouer en NHL. Il va côtoyer des joueurs incroyables, parce qu'il faut quand même le dire, quand on s'entraîne et quand on joue là-bas, ce sont des joueurs incroyables, et ça peut que être bénéfique pour la suite de sa carrière. Et si dans 2 ans il doit revenir en Suisse, eh ben, il reviendra en Suisse avec de l'expérience en plus, avec une méthode de travail peut-être différente, parce qu'il va aussi côtoyer d'autres coachs, d'autres entraîneurs, une autre façon de faire, une autre façon de s'entraîner, peut-être même une autre façon de s'alimenter, etc. Donc je pense que c'est que bonus pour lui, et il a eu l'occasion de signer là-bas, il l'a saisi, et je trouve que c'est vraiment bien pour lui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La majorité des joueurs qui jouent actuellement en National League, leur rêve c'est ou a été de jouer en NHL. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et les joueurs suisses ont cette possibilité-là. Il y a 20 ans en arrière, un gars suisse qui joue en NHL, c'était une exception. On le voit maintenant, c'est beaucoup plus facile. Il y a les trajets facilités, que ce soit par la Suède ou par le junior nord-américain, pour pouvoir y débarquer. Tant qu'on est en NHL, l'autre signature qu'on a apprise, alors celle-là, Stéphane l'avait un petit peu dévoilé sur le plateau, en mettant un peu en délicatesse l'invité du jour, qui était Doug Boulanger, puisque Doug Boulanger fait partie de l'équipe des représentants d'Andréheim. C'est Andréheim qui a signé à Saint-Louis. Ça aussi, c'est une signature qui est un peu surprenante quand on regarde juste Andréheim, mais c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer offensivement, défensivement, au centre, à l'aile. C'est un gars qui peut être intéressant, surtout quand c'est une équipe qui est en reconstruction comme Saint-Louis. C'est aussi un contrat entry level, 2 ways, avec une seule année de contrat. Donc on va le prendre, il va faire la même chose. Alors lui, il fera pas le camp des développements, il est peut-être un petit peu plus vieux, il me semble. Ou non, il est à peu près le même âge. Donc il va faire certainement le camp des développements, camp des recrues, camp principal. Là aussi, s'il passe le cut, mais Saint-Louis est une équipe qui est en reconstruction. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont cédé Ryan O'Reilly à Toronto à la date limite des transactions. Donc il y a une place à prendre du côté d'Andréheim, et pour un joueur de champ, c'est peut-être plus facile que pour un gardien. Et ce qui était rigolo avec Andréheim, c'est qu'on savait cette rumeur qu'il allait peut-être partir en NHL et à Saint-Louis. On pensait qu'il aurait pu se montrer au championnat du monde, et puis c'est peut-être grâce à ses performances au championnat du monde qu'il aurait signé à Saint-Louis. Puis tout d'un coup, on apprend que Patrick Fischer ne le prend pas au championnat du monde. Et puis là, on a lu dans beaucoup d'endroits, le rêve NHL pour Andréheim est terminé, comme il va pas au championnat du monde, il pourra pas se montrer, donc il va pas signer en NHL, et puis pouf, le contrat est quand même signé. Je trouve l'histoire c'est assez marrante. Alors peut-être que le contrat a été signé avant, mais l'annonce a été faite quelques jours après que Patrick Fischer ne le prenne pas au championnat du monde. Et comme tu l'as dit, Pascal, Andréheim est un joueur polyvalent. Il peut jouer en jeu de puissance, il peut jouer en infériorité, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile, il sait jouer physique. Je le trouve pas mal au niveau de la canne et du patinage aussi. Et je trouve que le fait d'avoir quitté Berne pour aller à Ambry a aussi été bénéfique pour lui, parce que à Berne, il avait ce rôle
plutôt ce second rôle, alors qu'Ambry, il a pris du volume. C'est quelqu'un sur qui on comptait du côté de la Levantine. C'était pas le patron sur la glace, mais ça a été un des joueurs importants du contingent de Luca Cereda. Et on a vu que quand on lui mettait des responsabilités sur les épaules, eh bien, on le démontait pas en fait. Il arrivait à faire son jeu, donc c'est quelqu'un qui supporte les responsabilités, et c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence pour le signer en NHL, et je me réjouis de voir ce qu'il va faire là-bas, honnêtement. Tout à fait, pareil. En plus, je pense qu'il est vraiment dans une bonne adresse pour son développement en NHL. On a parlé de Bien tout à l'heure, je pense qu'on peut pas éviter, tu parlais de la conférence de presse, alors il y a d'abord eu l'annonce, Jan de Rungs qui a cassé son contrat avec Ajoie, qui descend à Bienne. Qu'est-ce que tu penses de celle-là d'abord? Pour des Rungs? Pour des Rungs, oui. Bah écoute, c'est comme a dit Martin Steinegger il y a 2 ans, c'est le meilleur compteur suisse du côté de la Swiss League. D'ailleurs, c'est un joueur qui, comment dirais-je, qui est dans le moule du HC Bienne en fait. Il a les qualités pour jouer à Bienne. C'est un ailier qui va vite et c'est un buteur. Donc c'est un joueur qui rentre dans l'effectif HC Bienne. Maintenant, avec l'effectif HC Bienne, c'est une équipe qui est conçue pour le jeu que recommande Antti Tormanen. On sait que Antti Tormanen n'est pas là pour, en tout cas, l'année prochaine. Et là, ça sera un gros défi pour le HC Bienne. Parce que le HC Bienne a 3 possibilités. Soit ils vont chercher un entraîneur qui a la même philosophie hockey que Tormanen. Et du coup, bah, il fait jouer l'équipe comme Tormanen l'aurait fait jouer. Soit tu vas chercher un entraîneur qui n'a pas la même philosophie que Tormanen, mais tu lui imposes de jouer comme Tormanen. Donc c'est le coach qui doit lui changer pour que l'équipe joue comme ça. Ou alors tu vas chercher un coach qui joue complètement différemment, puis tu lui dis bah maintenant c'est toi le chef de l'équipe, tu joues comme tu veux. Mais j'ai l'impression que ce HC Bienne est conçu pour un jeu rapide sur les côtés, une relance rapide, et je pense pas que tu peux jouer dans n'importe quel schéma avec cette équipe-là du HC Bienne. Donc là ça va être assez compliqué pour Martin Steinegger. D'ailleurs, il y a quelques rumeurs comme quoi Steinegger serait allé rencontrer Jussi Tapola, qui, si je fais erreur, vient de gagner la Ligue des Champions. Oui, il a fait le triplé. Le triplé il a même. fait la saison régulière, le titre en Finlande et la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que... Et il perdait son poste de toute façon puisque c'est Richard Grönborg qui reprend le Tappara Tampere. Dès qu'on a su qu'Antti Tormanen ne pouvait pas coacher le HC Bienne l'année prochaine, il y a plein de monde qui ont dit ah il faut que Bienne aille chercher Jussi Tapola. Moi j'ai aussi entendu une petite rumeur comme quoi il y aurait, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancien assistant de Peltonen à Lausanne. Numela, mais je me suis pas Numela, moi non plus, mais c'était le grand blond. Pour ceux qui ont une image, il y aurait aussi lui qui est d'ailleurs nommé comme Antti Tormanen comme coach européen, je crois, si je ne fais c'est Tapola qui est nommé dans... Oui, mais lui aussi, je crois, Numela est aussi en tout cas, il y a Tormanen, il y a Topola, il y a Cadieux. Voilà, mais il y a des gros noms. Donc maintenant, Martin Steinegger, je pense qu'il a le choix, parce qu'apparemment, il y a pas mal de CV qui sont arrivés sur le bureau de Martin Steinegger. Il doit faire son choix. C'est pas un choix évident, honnêtement, parce qu'on a vu que quand Tormanen n'a pas coaché, que c'était Leuenberger qui avait pris l'équipe, bah Bienne avait été éliminé en pré-playoff par Rapperswil. Donc Bienne n'avait pas fini dans le top 6 et s'était fait éliminer par Rapperswil. Oui, c'est bien ça, Tommy Niemela. Voilà. On l'a retrouvé. Et puis, voilà, on avait vu que ça s'était pas trop bien placé avec Leuenberger, qui n'avait pas le même ADN hockey que Tormanen. Donc, il y a un gros boulot là pour Martin Steinegger, qui doit aussi trouver un assistant. Alors ça, généralement, puisque Oliver David est parti à Salvo. Alors, normalement, tu trouves l'entraîneur principal et tu lui demandes s'il a un staff avec lui. Oui, exactement. Mais et puis après, tu discutes. C'est pas évident. On est quand même déjà le 15 mai. Il y a la préparation estivale qui a sûrement déjà commencé, comme dans beaucoup de clubs. Il y a les matchs amicaux qui vont commencer en août. Je pense que Bienne commence la préparation plutôt la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Parce que là, la saison mais il faudra trouver quelqu'un. Oui, ça c'est quand même. Et puis,
Je pense qu'un Jussi Tapola n'est pas que demandé par un HCBN. S'il est demandé par le HCBN, il n'est pas que demandé par un HCBN. C'est quand même un coach que beaucoup de clubs rêveraient d'avoir. Mais pour Martin Steinegger, là, il y a un sacré boulot. Hein. Après, je pense que malheureusement, quand l'annonce publique de la maladie de la rechute d'Antti Tormanen a été rendue publique, je pense qu'il y a quelques coachs un peu requins qui n'ont pas hésité à envoyer leur dossier au HCBN en disant « Tiens, au cas où tu as besoin de quelqu'un l'année prochaine. » C'est normal. Hein, dès qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a un coach qui va perdre son boulot, il y a les dossiers qui affluent. Il y a plus de coachs que de clubs. On parle aussi, il y a Dominique Ducharme qui apparemment serait intéressé par venir en Suisse, l'ancien de Montréal. Ouais. Très bon formateur, un petit peu moins bon avec, quand il a eu l'équipe à disposition. Il avait eu, la finale en 2021, mais c'est quand il avait repris l'équipe, donc il y avait une donne positive. Qui avait été mise en place par Claude Julien avant lui. Voilà, c'est... Et puis on sait que Martin Steinegger est plutôt européen, voire nordique que nord-américain. Oui. Mais voilà, il y a des noms sur le marché, de toute façon, il y a des gros noms sur le marché. Oh oui. Hein, parce que Topola, Niemela, ce ne sont pas des mauvais joueurs, mauvais entraîneurs. Hein, Niemela, il a amené Lahti en finale, deuxième seulement finale de l'histoire du club. Avec une équipe qui pourtant n'est pas une grosse équipe en Finlande. Et puis ce qui va aussi surtout jouer, c'est la longueur du contrat. Est-ce qu'on signe cet entraîneur pour seulement une année en espérant que Tormanen arrive pour la saison 2024-2025 ? Est-ce qu'on le signe tout de suite 2 ou 3 ans et puis du coup ça voudrait dire on met une croix sur Antti Tormanen ? C'est aussi assez délicat ça comme choix pour Martin Steinegger, honnêtement. Je pense... C'est ce qui est sorti différemment. Hein. C'est pas ce qu'il a dit aussi à l'interview qu'on a publié, mais qu'il y a différentes informations qui sont sorties. Je pense que Tormanen, il a dit à Steinegger, vis ta vie. Oui, c'est un peu ça. Vis ta vie, choisis ton coach, ne fais pas en fonction de moi. C'est plus simple que tu aies les mains libres plutôt que d'avoir comme avec Leuenberger. Parce que si tu as la possibilité de signer Jussi Topola, tu vas pas dire, tu viens, mais dans un an, il y a Tormanen qui revient, donc... ça pourrait faire un joli duo. Oui, mais... non, mais c'est trop compliqué. Les vrais duos de coach, il y en a très peu. Ça marche très peu. Il y en a eu quelques-uns en Suède notamment. Il y a eu pas mal, parfois des duos de coach, mais ça marche pas très bien au final parce que il faut vraiment qu'il y en ait un qui soit le principal, l'autre qui soit l'assistant. Après voilà, ça dépend aussi du budget du HCBN pour ce poste-là. Qu'est-ce qu'ils vont négocier aussi avec... qu'est-ce que Tormanen leur a dit ? Écoutez, vous me payez plus, j'avais encore un contrat, je dois arrêter, vous me payez plus parce que vous avez besoin de cet argent-là. Hein, on a vu aussi qu'il est très humain. Bon, je pense honnêtement qu'Antti Tormanen devrait être en congé maladie. Oui. Normalement, donc en théorie, il y a quand même une assurance qui devrait prendre en charge le salaire de Tormanen, je pense. Hein. Voilà, mais après ce que Jussi Topola, si c'est lui, il va dire, moi je veux... 2 assistants, mon entraîneur des gardiens, mon préparateur physique. Il y a toujours ça la problématique. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en place. Il y a Marco Streit, il y a Thomas Tamboni qui sont déjà en place pour... Mais c'est là qu'on voit que c'est un sujet délicat parce qu'entre nous, on se pose déjà plein de questions. Donc imaginez les questions que se pose Martin Steinegger avec... à part ça, s'il est effectivement parti en Finlande, effectivement, c'est qu'il va aller rencontrer des gens. Il va pas... Bon, il a certainement pris l'avion pour aller à Helsinki pour voir aussi un petit peu là-bas, parce qu'il y a les symposiums de coach, il y a, quand vous allez à un championnat du monde, vous avez énormément de chances de croiser des entraîneurs de clubs, des directeurs sportifs, des présidents, des agents. Tout le monde est là. C'est une grande messe, c'est réellement une grande messe. The place to be. C'est the place to be. Moi, j'avais pu une fois obtenir des billets grâce à... J'avais croisé Denis Sollenstein dans la rue une fois, à un championnat du monde qui m'avait, comme je connais un petit peu, il m'avait mis 2 places à disposition. Et puis les personnes avec qui j'étais connaissaient Louis Matt qui avait mis aussi des places à disposition. Donc c'est assez facile aussi de de croiser ces gens-là et de pouvoir discuter avec eux. À ces moments-là, c'est plus facile aussi. Topola est certainement d'ailleurs à Helsinki pour suivre les matchs, pour regarder et puis pour discuter avec des directeurs sportifs. Il reste un club qui a eu de l'actualité. Le HCA. Le HCA. Alors, on va pas revenir sur les départs annoncés.
puisque le HCA a un petit peu communiqué un peu bizarrement en rappelant que Howard prenait sa retraite et que De Rongs avait signé à Bienne 2 jours après Bienne. Ouais, mais Voilà, mais il y a eu 3 prolongations. Frédéric Gauthier, Grégory Chironi et Fabio Arnold. Ouais, bah c'est des joueurs qui étaient déjà là, comme tu l'as dit, c'est des prolongations. C'est des prolongations de contrats. Un HCA qui annonce plus de budget pour la saison qui va venir. Alors, ils ont signé, si je ne fais erreur, Fischer en défense. En défense, ouais, ça c'est une très bonne signature. Yannick Fischer. Et puis là, bah, c'est des reconductions de contrats. Donc, du côté des Jurassiens, on attend vraiment un renfort. Et puis, il y a 2 choses qu'on attend. Et puis, si possible, HCA, c'est des renforts. Et puis un entraîneur. Et puis surtout un entraîneur. Alors, entraîneur, bah, c'est comme à Bienne, hein, ça va venir quand ça va venir. Mais ce qui serait bien du côté des Jurassiens maintenant, c'est de se renforcer par le haut. Parce que pour la saison qui vient de s'écouler, le HCA s'est renforcé par le bas, c'est-à-dire qu'on a renforcé le 4e bloc, qui était vraiment le point faible lors de la première saison. Maintenant, ce qui serait bien pour une équipe qui est montée, comme le HCA, c'est de se renforcer par le haut, prendre des joueurs en tout cas de premier ou deuxième bloc, voire 1, voire 2. Il n'y a pas besoin de prendre les 6 parce qu'au niveau du budget, ça ne va pas le faire. Et puis qu'ensuite, vos joueurs de cette année de deuxième bloc passent en 3e l'année prochaine, de 3e en 4e. Et puis là, vous avez vraiment une équipe qui se renforce. Ouais, là, clairement, au niveau suisse, Chironi et Arnold, c'est clairement des joueurs de profondeur. Clairement, oui. Arnold a pas joué tous les matchs d'ailleurs cette saison. Frédéric Gauthier, signature intéressante. Il va pouvoir. Ah oui, très intéressant de avoir prolongé Gauthier. C'est très bien ça. Il a amené beaucoup au niveau du jeu au poste de centre. Et là, je pense que c'était une des faiblesses que Vauclair avait identifié déjà il y a 12 mois. Et c'est une bonne signature. Le fait aussi que il est dans un environnement francophone avec d'autres Québécois, ça aide aussi certainement à ce qu'il reste. Il a d'ailleurs joué tous les matchs à part le barrage parce qu'il était blessé. Il a montré du bon jeu physique, très bons engagements. La production offensive doit encore augmenter, mais il faut dire qu'il revenait. Il débarquait en étant un joueur extrêmement défensif depuis le début de sa carrière professionnelle. Et là, on lui a demandé d'avoir un rôle offensif. Donc forcément, il y a aussi une adaptation à prendre. Et peut-être que l'année prochaine, il aura un peu plus de poids sur le jeu offensif, mais voilà, pour moi c'est une signature intéressante. C'est clair que Chironi et Arnold sont des joueurs de profondeur. Comme tu le dis, maintenant il faut avoir un joueur qui peut jouer sur la première ou la deuxième ligne, en tout cas en complément de ceux qui existent déjà, et pour amener de la concurrence au niveau des Suisses. Alors peut-être aussi un étranger, pour avoir de la concurrence, avoir aussi ce qu'il y a disponible sur le marché. Peut-être que Julien Vauclair est en train de chercher un deuxième défenseur étranger, puisqu'on sait que le Duc, lui, n'a pas été prolongé. Ouais. Bakoche non plus, donc il faut un attaquant et puis en tout cas un défenseur. Et je pense que le HCA va jouer avec 2 défenseurs étrangers et 4 attaquants. Je pense que ça sera dans le. C'est comme ça que c'est prévu dans le plan. Puis au niveau du coach, quand on discute avec les journalistes jurassiens qui suivent souvent le HCA Joie, ils nous disent tous, mais il nous faut un entraîneur qui parle français. Parce qu'on l'a vu, il y a une interview de Péchan, l'ancien entraîneur du HCA, qui est apparu sur les réseaux, où il dit clairement qu'il a eu du mal à s'exprimer en anglais, qu'il y a des joueurs dans le vestiaire du HCA qui ne parlent pas anglais, et que pour lui c'était très compliqué de faire passer ses idées, et surtout que les joueurs comprennent le 100% de ce qu'il raconte. Et dans l'ADN du HCA, je pense que ça serait très bien que ça soit un entraîneur qui parle français, alors pas forcément un Suisse, mais en tout cas qui sache s'exprimer en français. Ça serait vraiment l'atout numéro 1, on va dire, pour le Je vois bien l'annonce dans le journal des petites annonces des coachs. Le HCA recrute. Parle français. Parle français, un gros plus. Non, mais pourquoi pas, il y a quelques rumeurs. Évidemment, il y aurait l'option Louis Matt qui quitterait Chaux-de-Fonds pour aller à Ajoie. Ça pourrait être une signature intéressante. Il y aurait peut-être René Matt à Ambry, qui pourrait faire le voyage jusque-là. Alors, pour avoir discuté de lui, de sa situation contractuelle, René peut partir quand il veut d'Ambry. Voilà. Il a un contrat basé sur la confiance, c'est-à-dire que tant qu'ils ont besoin de lui et puis que lui veut rester avec Douka, il s'appelle, on continue, ok. Voilà, en gros c'est ça. Mais ça pourrait être une signature intéressante pour le HCA. René et Louis Matt, les deux ensemble sur le banc pour que nos collègues alémaniques aient un peu de peine parfois. Il y aurait Landry. Ouais. Également, j'ai un petit peu entendu du côté du HCA. En plus, son fils vient de signer à Ambry, donc de toute façon, lui, il est en Suisse
Un de ses fils, ouais. Eric Landry, pourquoi pas coach du HCA. Voilà un petit peu les noms qui circulent. Il y a rien d'officiel, hein. C'est un petit peu ce qu'on entend dans le... C'est les bruits de couloir. C'est les bruits de couloir. C'est un petit peu ce qu'on entend dans le monde du hockey. Quand on rencontre des gens, on discute. Ah, qu'est-ce que t'as entendu? Moi, j'ai entendu ça, patati, patata. Et puis, ben voilà, c'est les 3 noms qui circuleraient du côté d'Ajoie. Tout à coup, ça sera pas du tout ça, hein. Mais c'est vraiment ce qu'on entend pour l'instant. Ça serait Louis Matt, René Matt ou Landry. Voilà. Kevin qui nous dit j'avoue ne pas être rassuré pour Ajoie, surtout avec le manque d'annonces qui, si elles se font attendre, ne doivent pas être prêtes ou pas incroyables. On a vu des commentaires aussi d'abonnés qui, parce qu'ils doivent bientôt prendre leur décision. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'ils doivent rendre leur décision du côté du HCA s'ils gardent leur abonnement ou pas, et qui commencent un petit peu à être un petit peu dans l'angoisse de dire vu les annonces, est-ce que on garde notre abonnement ou pas. Après, peut-être aussi que le HCA garde sous la main une annonce pour lundi. Une grosse annonce lundi pour dire voilà, on a trouvé notre coach, on a trouvé notre joueur étranger, ce sera machin, c'est une grosse signature, et puis là tout le monde est waouh, il a fait un beau boulot, Julien Vauclair. Après voilà, c'est clair aussi que on en a souvent parlé, hein, la situation d'Ajoie c'est pas évidente non plus. On le voit encore avec Yann de Rungs, hein, il suffit qu'il appelle du pied de Bienne et puis on choisit d'être plutôt en plaine que dans le Jura. Ah bah quand vous avez... C'est forcément un petit peu... Quand vous avez 2 clubs qui sont séparés par quoi, une heure de route à peu près, il y en a un qui est dernier de National League et puis qui a dû sauver sa place en 6 matchs contre le vainqueur de Swiss League, et puis vous avez l'autre qui a perdu en 7 matchs la finale du championnat, et puis vous êtes joueur, vous avez le choix entre les deux. Je pense qu'on ferait tous le même choix, non? Je sais pas ce que t'en penses, mais... Sûr. C'est la même région, t'es à 1 heure de route, tu peux aller chez le vice-champion ou chez le dernier, ben... Je pense que si t'as les deux qui t'appellent, c'est évident. Malgré tout, t'as d'autres adresses ronflantes pas loin, hein. Je pense à Berne, je pense à Fribourg. Oui, bien sûr. Zurich, c'est pas si long que ça non plus, donc forcément, c'est aussi un peu parfois compliqué pour Julien Vauclair d'attirer, au-delà du budget, d'attirer aussi des noms un peu plus ronflants. De ce côté-là, mais je pense que Julien Vauclair est aussi allé du côté d'Helsinki et de Riga pour discuter avec tout le monde, et puis surtout des joueurs qui sont sur place, hein, pour essayer de trouver une perle rare, à moins qu'il l'ait déjà trouvé, mais qu'il le garde sous le coude. Voilà. Ah oui, c'est possible que tout soit signé et puis qu'on attend avant d'annoncer, hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, hein. On a bien parlé malgré tout, avec seulement 2 matchs de l'équipe de Suisse au championnat du monde, et puis quelques actualités, certaines qui étaient plus très fraîches d'ailleurs, puisque ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas fait d'overtime. Le championnat du monde, ça continue, 15h10, 19h10, 2 matchs à chaque fois, 11h10 également le samedi et le dimanche pour cette semaine. Il y aura un overtime NHL demain ou après-demain. Et puis la NHL aussi sur MySports Edge jusqu'à la finale de la Coupe Stanley qui la passera sur MySports 1 et commentée en direct et en français par Jonathan, Dany, Gélina, Laurent Meunier et moi-même en alternance. Et puis le prochain overtime, c'est lundi prochain à midi, lundi 22 mai pour être tout à fait précis. Donc on est au terme de cette émission. Un grand merci à vous. Vous avez été moins nombreux, mais forcément il y a moins d'actualité. C'était un petit peu... on a fait une semaine de pause, donc forcément vous avez moins suivi ce qu'on vous proposait en direct. Mais merci pour vos commentaires, vous avez quand même pas mal participé. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Et puis bien évidemment dans quelques instants le replay sur Facebook et sur YouTube pour la vidéo, et puis sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, Instagram, Twitter. Et si vous avez des questions pour les deuxièmes tours de la NHL et la finale de conférence de NHL, envoyez-les par message privé, comme ça Jonathan pourra les recueillir et les traiter lorsqu'il enregistrera son émission. Excellente semaine à tous et à bientôt. À bientôt, bye bye.